Et on va franchir un cap dans l'exotisme, un fossé même, que dis-je, un gouffre, car sur la couverture du livre que j'ai devant moi, on peut voir une très jolie gravure qui représente une sorte de méchoui de folie, un grand feu, une broche qui tourne et sur la broche une baleine en train de rôtir. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour. C'est vous l'auteur de ce livre qui s'appelle Les gastronomes de l'extrême. Vous êtes écrivain et historien, maître de conférences à Sciences Po et vous aimez l'aventure, notamment à travers la littérature de voyage dans laquelle vous avez puisé. Ce que vous nous proposez, c'est une sorte d'anthologie des repas des grands voyageurs écrits par eux-mêmes, c'est ça ? C'est ça, c'est une sorte de menu dégustation constitué de tout ce que j'ai pu trouver d'étonnant, de surprenant, voire d'insoutenable dans les récits de voyageurs, alors depuis Marco Polo jusqu'à Alain Bombard, de l'entrée au dessert en passant par les gibiers et les alcools, tout ce qui a pu être mangé, tout ce qui peut être mangé. Alors c'est pas un livre qui a une vocation pratique, c'est plus un livre pour rêver, pour voyager dans son fauteuil, en s'imaginant aux côtés de tel ou tel explorateur en train de faire rôtir un tigre, un lion, ou de préparer cette soupe de queue de kangourou dont Alexandre Dumas nous dit le plus grand bien. Très bien. Mais dites donc, il y a pas mal d'espèces protégées dans vos recettes. Oui, parce que ce sont des pas textes... très politiquement correct, pas du tout même. Ce sont des textes que je cite, que j'ai rassemblés, qui bien sûr sont des textes anciens, à une époque où au contraire, on considère la nature comme quelque chose d'inépuisable. Et je dirais que le grand voyageur adore raconter ce qu'il a vu et aussi ce qu'il a mangé, parce que c'est une façon de montrer aussi sa bravoure, et puis le fait d'avoir dévoré des animaux étonnants ou des animaux dangereux ne fait que renforcer son prestige, et peut-être même pense-t-il avoir incorporé en lui-même la force de ces animaux qu'il a mangés. Et par exemple, c'est pas un hasard si on voit un cétacé en train de cuire sur la couverture. Il y a un missionnaire qui était dans les îles Marquises au milieu du 19e siècle et qui, pour impressionner un chef de tribu qu'il avait bien reçu, eh bien le reçoit à son tour et sert en plat principal un rôti de baleineau. Et on a ce texte dans ses mémoires qui raconte comment là tout le monde va se convertir parce que évidemment un chef religieux qui est capable de servir un plat pareil est forcément supérieur au chef coutumier de la tribu. Comme quoi la cuisine était utilisée donc pour asseoir son pouvoir ou pour montrer son pouvoir. Oui, que comme elle l'est aujourd'hui dans les repas diplomatiques, c'est la même logique. On en parlait, sauf que là on est parfois sur un îlot perdu au fin fond d'une jungle ou bien dans un recoin oublié des Philippines. Est-ce qu'il y en a aussi d'autres qui le font pour nous dire finalement c'était bon ce que j'ai mangé, il faut peut-être être un petit peu plus open? Oui, effectivement, la découverte du monde est donc l'ouverture d'esprit, et à telle enseigne qu'on a quelques voyageurs qui, de retour en Europe, ont essayé d'acclimater les recettes qu'ils avaient rencontrées. Alors il y en a un qui est très connu, c'est Alexandre Dumas. Vous savez qu'Alexandre Dumas est mort de son dernier livre, qui était un livre de cuisine, le grand dictionnaire de cuisine, parce qu'il goûtait à tous les plats au fur et à mesure qu'il les faisait faire ou refaire et qu'il les consignait. Et comme il avait beaucoup voyagé, eh bien il a ramené des recettes, alors de foie de dauphin, des recettes d'ours, la croustade d'estomac de requin, c'est lui. Celle-là, elle m'a bien plu. Je vais en profiter pour lire un tout petit passage de votre livre. Donc cette recette de croustade d'estomac de requin, pas facile à réussir, Ayez 15 estomacs de jeunes requins. Bon, déjà, 15, Mettez-les à tremper 24 heures, égouttez-les, faites-les blanchir 20 minutes dans une eau légèrement salée. On a l'impression d'être dans une émission de cuisine à la télé. 20 minutes dans une eau légèrement salée, égouttez-les encore, passez-les à l'eau fraîche, épongez-les ensuite avec une serviette. Foncez ensuite une casserole de bardes de lard et mettez-y vos squales. Ajoutez-y une feuille de laurier des Indes, 2 clous de girofle, 3 tranches de citron auxquelles vous aurez enlevé la peau et les pépins. Donc j'adore, on bouffe du requin, on enlève la peau et les pépins Mouillez d'une cuillerée à peau de bon consommé de volaille, 3 onces de beurre et faites cuire le tout à petit feu jusqu'à entière cuisson. On nous raconte ensuite comment il faut faire la sauce. Et alors moi j'adore le petit conseil qui suit que je trouve absolument merveilleux. Pour les personnes qui aiment le requin ou qui auraient la fantaisie d'en manger, nous conseillons cette recette qui nous est donnée par monsieur Dugléré de la maison Rothschild, à qui nous devons déjà plusieurs recettes de ce genre. Mais nous déclarons à l'avance que nous ne pouvons donner notre avis sur ce mets n'en ayant jamais mangé et n'en ayant pas l'envie. Oui, alors ça c'est la malice d'Alexandre Dumas. Génial. Cela dit, il a effectivement demandé à Dugléré, qui est vraiment un des grands chefs de son temps, de rédiger des recettes à partir de choses qu'il avait observées ou dont il avait entendu parler. Et c'est ainsi qu'on a aussi, du même Dugléré, une recette de pied d'éléphant. L'art d'accommoder le pied d'éléphant. D'accord.
Alors, dans les hors-d'œuvre, les sauterelles grillées ou la salade d'ortie, finalement, on pourrait en manger aujourd'hui. On en mange en Chine, pour les sauterelles. L'ortie, on en mange chez nous. Alors là, ce sont des textes du 19e siècle, mais très avant-gardistes, puisque vous savez que de plus en plus, on considère que dans une humanité en expansion démographique, le salut viendra des insectes et des protéines tirées des insectes. Il faut savoir que dès le 19e siècle, il y avait en France une société d'insectologie qui organisait chaque année un grand banquet au cours duquel on servait des insectes, des vers frits, toutes sortes de choses. Et parmi ces adeptes, cette société avait un sénateur, figurez-vous, un sénateur du Nord, ancien chirurgien militaire, qui voulait sans doute montrer qu'il avait bourlingué et qui, au Sénat, en séance, à la tribune, a donné sa recette du potage de hanneton, ce qui fait qu'elle figure maintenant au journal officiel. Ouais. Quel est votre mets préféré dans tous ceux que vous avez consignés là, celui que vous auriez aimé goûter? Alors, je suis assez fasciné par les fourmis au miel. C'est une recette, si j'ose dire, un dessert, mais peut-être un peu sucré-salé quand même. Alors, ce sont pas des fourmis qu'on mélange avec du miel, c'est une variété de fourmis qu'on trouve en Amérique, surtout en Amérique centrale, qui en fait fait du miel et qui le stocke dans l'abdomen. C'est-à-dire vous avez des sortes de fourmis réservoirs qui servent à toute la fourmilière. Et pour certaines tribus d'Amérique centrale, ce sont en quelque sorte des bonbons vivants. Vous croquez votre fourmi qui est gorgée de miel. Donc voilà, c'est une expérience. Avec un petit vin de pissenlit, hein, sans doute. Alors, on va pas se refuser ça. À l'inverse, celui que vous n'auriez mangé pour rien au monde. Non, la recette la plus abominable que j'ai trouvée, je l'ai gardée pour la fin, c'est le basis, qui est une forme de rhum à la Tinganes. C'est là une tribu des Philippines. C'est raconté par un Français, un Nantais, qui au 19e siècle était allé aux Philippines. Il avait été couronné roi de Jala Jala et il avait participé à une petite guerre entre deux tribus et il est invité à ripailler avec la tribu qui a gagné, sauf que le rituel, c'est qu'on boit la cervelle des ennemis vaincus, pilée dans du rhum, au cours de libations évidemment inoubliables. Et donc lui va aller jusqu'à tremper ses lèvres avec ses alliés dans un plat quand même terrifiant. Bon, est-ce que c'est un peu de la gastronomie tout ça, enfin pour certaines recettes, Bruno Fulini? Oui, lorsqu'on a affaire à des recettes adaptées du liki chinois, on est dans de la très haute gastronomie. Et puis, à l'inverse, lorsque vous avez des pirates qui vous racontent ce qu'est le canastre, c'est-à-dire des sortes de lanières de cuir qu'on écrabouillait pour le mâchouiller quand on n'avait rien d'autre à manger, là, on est dans l'horreur. C'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Les gastronomes de l'extrême ». Bon, c'est une alliance de mots parce que on se rend compte que finalement, dans certains cas, la gastronomie devient un sport dangereux. C'est ça, exactement. Et puis surtout, alors, il ne faut pas oublier de déplier la couverture de votre livre, qui devient une carte complète du monde, superbement illustrée donc par un graveur argentin, c'est ça? Sergio Aquindo, qui a fait une magnifique carte du monde avec tous les animaux et toutes les espèces qui sont proposées à la consommation dans ce livre qui, encore une fois, n'a pas de vocation pratique, qui vise surtout à nous faire voyager. Il faut pas essayer ça chez soi. Vraiment, il faut pas. Je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les carnets du monde, Bruno Fulini. Je rappelle le titre de votre livre, Les gastronomes de l'extrême, aux éditions du Trésor, justement. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous bouclons ce petit dossier sur la gastronomie française et autres.